Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Notre invité aujourd'hui est une ancienne figure de la hiérarchie des Nations Unies, deux fois plutôt qu'une. Elle a été d'abord porte-parole du président de l'Assemblée générale de l'ONU, avant de devenir quasiment le numéro 2 de l'ONU, sous l'administration de Ban Ki-moon. De la guerre au Darfour, à la lutte pour l'émancipation des femmes en Afghanistan, en passant par la francophonie et ses défis, Michèle Montas était, si on veut, sur tous les fronts. Elle a été plusieurs années rédactrice en chef également de la radio des Nations Unies. Mais tout ce parcours de cette diplômée de Columbia ne représente pas grand-chose pour elle, comparé au travail qu'elle estime avoir accompli comme journaliste aux côtés de son mari, Jean-Léopold Dominique, Jean Do, dans son combat pour la liberté d'expression durant 30 ans, avant que Jean n'ait été assassiné le 3 avril 2000 par des tireurs stipendiés. Elle-même sera victime d'ailleurs d'un attentat dans lequel son garde du corps avait péri. Michèle Montas porte Haïti dans les semelles de ses chaussures où qu'elle passe. Et aujourd'hui, on la rencontre autour de la crise haïtienne, justement. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et partager vos commentaires avec nous. Première question, Michèle Montas, comment tu appréhendes cette descente aux enfers? Bon, comme tous les Haïtiens, d'atterrer de la situation qui est armée, de la situation qui continue de se dégrader avec les gangs qui occupent de plus en plus le terrain. On disait il y a quelques semaines que les gangs occupent 60% de la capitale Port-au-Prince. Aujourd'hui, moi je crois qu'on peut dire qu'ils occupent pratiquement tout Port-au-Prince, dans la mesure où ils interviennent à toute heure du jour et de la nuit. Nous avons des guerres de gangs en plein centre-ville. Donc en fait, c'est tout Haïtien qui est au courant de ce qui se passe ne peut être que catastrophé par ce qui se passe. Alors les solutions ne sont pas évidentes, mais la situation est extrêmement difficile et compliquée. Et ce qui est désastreux, c'est que ça soit arrivé à ça. On aurait pu éviter ça depuis longtemps. Absolument, et tu as tout à fait raison, Michel, sur le fait que aujourd'hui, que ce soit l'entrée sud de la capitale, que ce soit l'entrée nord de Port-au-Prince, que ce soit le département du centre, etc., là, tu parlais de la capitale qui est occupée à 100% quasiment, mais quand on regarde l'extension aussi des gangs dans les villes de province, le Bas-Artibonite est entièrement sous contrôle de Basse Grand Griffe de Savien. Le Haut-Artibonite, c'est Kokorat sans race. Il y a un processus qui est en cours où le pays est en train d'être ceinturé par les groupes armés. On va avoir le temps de revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais savoir, regardons au-delà de cette Haïti qui nous déchire, qui nous manque, qui nous hante et qui nous fait tellement souffrir. Je demande l'observatrice avisée, à la fois la journaliste, mais aussi l'ancienne fonctionnaire importante des Nations Unies. Quelle est la lecture que tu fais aujourd'hui de l'arrivée, par exemple, de Isabelle Salvador en remplacement de Hélène Lalime? Est-ce qu'il s'agit juste d'une démarche administrative? Bon, c'est difficile à dire si l'arrivée des affaires étrangères d'un pays d'Amérique latine à la place de Mme Lalime, une américaine, va signifier un changement réel. Il faudra voir Mme Salvador à l'œuvre. On ne sait pas pour le moment. Cependant, je voudrais préciser que le mandat de la MINUSTAH, qui est la mission des Nations Unies en Haïti, n'a pas changé. C'est une mission civile et sa fonction première est de conseiller le gouvernement haïtien en matière de stabilité politique, en matière de gouvernance. Donc ça n'a pas changé, que ce soit Mme Lalime ou Mme Salvador. Et ce mandat est censé toucher à de multiples questions qui d'ailleurs sont extrêmement importantes aujourd'hui. Réforme de la justice, renforcement du professionnalisme de la police, promotion d'un dialogue interhaïtien et promotion de réformes au niveau des élections, des conditions des prisons, etc. Et parmi les éléments de ce mandat,
euh, figure un support à une stratégie nationale de réduction de la violence. Et ça semble crucial aujourd'hui, puisque maintenant nous voyons cette violence s'étaler. Et la BINU que Mme Salvador va diriger, qui est établie depuis 2019, n'est pas la mission militaire de la MINUSTAH, ça c'est clair. Pour certains Haïtiens, ils ne voient pas la différence, mais la MINUSTAH, qui a passé 13 ans en Haïti, était une mission militaire avec un fort pourcentage de pays d'Amérique latine contribuant des troupes, pas seulement d'Amérique latine, mais ceux d'Amérique latine, en particulier l'Équateur, dont Mme Salvador était autrefois le ministre des Affaires étrangères, contribuait à cette troupes. Maintenant, ce n'est plus du tout la même situation. Et ce mandat de la BINU, Mme Salvador, comment va-t-elle le gérer? On ne sait pas. Est-ce que ça change la donne? Au niveau peut-être des perceptions des Haïtiens. Je dois dire que Mme Lalime ne remporterait sûrement pas un concours de popularité en Haïti. Elle est largement perçue comme ayant apporté un support actif au gouvernement très controversé d'abord de Jovenel Moïse et aujourd'hui au gouvernement de facto d'Ariel Henry. Donc Mme Lalime a été aussi critiquée pour ses positions, particulièrement lorsqu'elle a estimé comme positive la fédération des gangs à Port-au-Prince, le G9. Le fameux G9, oui. Dans le gouvernement. Et on sait que maintenant que cette fédération de gangs est en guerre ouverte avec le G9, un autre groupe qui sème la terreur à Port-au-Prince. Et puis, Mme Lalime est largement critiquée pour ses positions considérées par beaucoup d'Haïtiens comme partisanes. Surtout dans le dialogue qui est maintenant qui est dans une impasse entre partis politiques, société civile et ce gouvernement de facto, qui est considéré comme illégitime par beaucoup d'Haïtiens et qui est totalement inefficace en ce qui a trait au contrôle des questions de sécurité en Haïti et dans le vide créé par le fait que nous n'avons plus de Parlement et que nous n'avons plus vraiment beaucoup d'institutions qui tiennent. Donc, on doit attendre pour voir si un changement de la BINU changera la donne. Absolument. Donc, ce n'est pas, en résumé, ce n'est pas un changement de garde comme tel. Est-ce que finalement, en t'écoutant Michel, tout ce dont on a rendu Mme Lalime responsable, comme son soutien à Jovenel Moïse d'abord et Ariel Henry ensuite, ne pouvait dans la réalité les maintenir au pouvoir, les maintenir en place? Elle n'avait pas tout ce pouvoir. Quelle est la marge réelle de quelqu'un, d'une représentante du secrétaire général des Nations Unies, doublé d'un autre poste qui est la coordonnatrice, le responsable du BINU? Cette marge est suffisamment là pour permettre autre chose que ce que nous avons eu avec Mme Lalime. Par exemple, elle a été critiquée d'avoir en particulier miné le long travail de la société civile pour un véritable changement et pour des solutions haïtiennes à la crise. À cause de son support, comme tu disais, au gouvernement Jovenel Moïse et à Ariel Henry. Donc, en fait, le style va être peut-être très différent. Je ne connais pas Mme Salvador, je ne sais pas. Mais il y a eu d'autres responsables des Nations Unies en Haïti, particulièrement, nous avons eu Susan Page, qui, elle, était avec la MINUSJUST, qui était la mission qui a précédé la BINU. La MINUSJUST s'est vue décapitée lorsque Madame Page a été rappelée sur demande du gouvernement Jovenel Moïse parce qu'elle critiquait justement sur des questions de droits de l'homme et elle s'est attaquée en particulier au manque de justice et de règlement et de comptes à rendre dans la situation des fonds de Petro-Caribé. Et là, on parle de Mme Honoré, Sandra Honoré. Non, nous ne parlons pas de Mme Honoré, nous parlons de Susan Page, qui était à la et qui avait été rappelée pour avoir justement
rempli sa mission, Mm. avoir soumis un rapport sur la situation des droits de l'homme sous Jovenel Moïse. Et ça, ça a été l'ONU a dû rappeler Madame Page. Et donc, je veux dire par là, il y a possibilité pour un représentant d'agir d'une façon un peu plus large, d'une façon un peu plus, tout en respectant le mandat qui lui est donné. Donc, en fait, le mandat est certes restrictif, c'est un mandat de conseiller, mais c'est aussi, en même temps, ça permet quand même une certaine d'action. On constate, Michel, en parlant justement en jetant ce regard sur l'international, on constate une valse hésitation de la communauté internationale sur la question d'une intervention armée, d'une intervention militaire, d'une coopération en matière de sécurité. On l'appellera comme on voudra. Cette valse hésitation que quelqu'un qu'on connaît bien, pour ne pas dire Jean Do, dirait que la communauté internationale est dans une dynamique de Yan Valou. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. C'est l'impression qu'on a du côté des Américains et du côté des Canadiens qui avaient exprimé un certain désir d'y aller le plus rapidement avec une coopération élargie à d'autres pays, d'autres groupes comme CARICOM ou pays d'Afrique, etc. Alors que là, on a l'impression que tout est sur la glace. Pendant ce temps, la situation continue de se détériorer en Haïti. On fait une petite annonce comme l'arrivée de navires, un avion qui a survolé Port-au-Prince, mais chaque fois, on a l'impression que les bandits sont renforcés dans cette valse hésitation, se disant qu'ils n'ont absolument pas l'intention d'intervenir pour mettre fin à leur règne de terreur sur la capitale et ailleurs. Bon, il faut dire d'abord que l'intervention militaire qui avait été demandée par le gouvernement, on peut dire que cette demande est morte. Est morte sur une base très simple. D'abord, cette intervention militaire formulée au Conseil de sécurité par une résolution américaine, cette demande a été mise sur la glace, ça c'est sûr. C'est bien mort et enterré. D'abord, le Conseil de sécurité tel qu'il est constitué actuellement n'approuverait jamais une intervention militaire d'abord internationale. C'est évident qu'on aurait le blocage de membres permanents du Conseil qui diraient non, qui mettraient leur veto. Donc il y a d'abord ce niveau-là. Au niveau des nations, au niveau maintenant de l'international, qui a été cette idée d'une intervention militaire avait été remplacée par d'autres initiatives américaines de créer une coalition pour une intervention militaire que dirigerait entre autres le Canada. Ça aussi, c'est mort essentiellement à cause de l'opposition de différents secteurs en Haïti qui vivent, bien qu'ils vivent la situation dramatique, la situation sécuritaire dramatique que nous connaissons, kidnapping, viol, extorsion de gangs, ils n'ont pas vraiment ils ont écouté, et les Canadiens en particulier, ont écouté cette opposition de différents secteurs en Haïti qui estiment que oui, nous avons besoin d'une assistance humanitaire, oui, nous avons besoin d'une assistance sécuritaire en appui à la police d'Haïti. Mais la position de beaucoup de groupes de la société civile et des groupes de partis politiques, c'est essentiellement il faut un support à la police nationale, un support aux institutions qui existent. Il faut une solution à la crise. Et il faut d'abord une solution sécuritaire en tant que telle, il faut d'abord une solution politique. Parce que nous avons quand même les interventions internationales ont amené à, en fait, un renforcement du gouvernement de facto d'Ariel Henry. Maintenant, est-ce que ça va se traduire comment est-ce que ça va se traduire? Nous avons de multiples efforts de médiation, la dernière en date, celle de la CARICOM. Nous avons la décision du gouvernement de sortir le 21 décembre avec un accord. Mais cet accord ne rencontre pas l'adhésion vraiment d'un substantiel
de décideurs politiques. Donc, nous avons 8 partis politiques qui ont créé un front et qui s'opposent à cet accord. Les capacités du gouvernement à agir, ils ont pris, par exemple, du groupe de Montana, ils ont emprunté un haut conseil de la transition. En vidant ce haut conseil de la transition, que les Haïtiens appellent le haut conseil de la trahison, ce haut conseil de la transition, pas de la trahison, de la transition, ce haut conseil de la transition a été vidé de sa puissance que Montana qui avait mis, qui était de pouvoir en fait contrôler l'exécutif, c'est-à-dire d'avoir vraiment une fonction comme disent les Américains, de check and balance, pour qu'on n'ait pas cet exécutif qui a tous les pouvoirs, même si ces pouvoirs semblent dérisoires quand on regarde la situation. Donc, finalement... Donc là, en ce moment, Michel... Mais Michel, l'impression qu'on a, c'est que l'international soutient Ariel Henry à tout coup dans la perspective électoraliste. Et là, c'est adelante, comme ils disent, avec la cour de cassation qui a été complétée, avec 8 juges nommés par Ariel Henry en dehors des prescrits de la Constitution. Et on a l'impression que la prochaine étape va être le Conseil électoral provisoire, probablement même un conseil pour une assemblée constituante pour remanier pour faire une autre constitution. On est dans une dynamique de fait accompli et on ne voit pas où est-ce que ça va s'arrêter. On a l'impression que Ariel Henry est en train d'appliquer un plan en lien avec la communauté internationale. Je crois qu'il est en train certainement d'appliquer le plan de garder le pouvoir pratiquement absolu qu'il a. Il y a eu ce soi-disant accord du 21 décembre où il a utilisé des structures qui avaient été proposées entre autres par la société civile, le groupe de Montana, et par exemple le Haut Conseil de la transition. Et ce Haut Conseil de la transition, finalement, a été vidé de son contenu, et ce Haut Conseil de la transition, finalement, n'a aucun pouvoir de contrôle sur le gouvernement d'Ariel Henry. Donc il continue, effectivement, et tu as raison de le dire, il continue à avancer. Cependant, la question des élections, je crois, a été revue et corrigée par l'ensemble, par la majorité des pays du corps groupe, c'est-à-dire des pays de l'international qui se penchent sur Haïti, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'élection possible dans la situation sécuritaire que nous vivons. Et nous savons très bien que c'est cette poussée vers les élections, comme je l'ai dit, qui a provoqué la série de problèmes que nous avons eus après 2010, parce que, justement, on avait été forcé d'aller vers des élections. Donc la situation, tout le monde reconnaît qu'il faut une période de transition. Ce que Ariel Henry a décidé de faire, c'est que c'est lui qui dirigerait cette soi-disant transition. Et on a effectivement l'impression que l'international veut le garder là où il est. Cependant, je crois comprendre qu'il y a des discussions qui se poursuivent avec entre autres, un médiateur international britannique qui est sur place, Jonathan Powell, qui est en train de prendre contact constamment avec différents secteurs, en particulier les partis politiques, les 8 partis politiques. Eux se sont opposés à l'accord du 21 décembre, et ces 8 partis politiques, il n'est pas possible d'envisager des élections sans ces partis politiques-là. Donc tout le monde reconnaît que les élections, pour le moment, c'est pas possible. Donc nous parlons d'une période de transition que, semble-t-il, monsieur Ariel Henry veut continuer à diriger, et en donnant l'illusion qu'on renforce des organismes de contrôle, et la nomination des juges à la Cour de cassation ferait partie de cela. Mais nous savons tous que c'est en grande partie du cosmétique, dans la mesure où on parle des grands projets qu'avait Jovenel Moïse, de remettre en cause la Constitution, de changer cette Constitution. Je ne pense pas que si cette Constitution
doit être refaite, comment va-t-elle être refaite, par qui, et le fait que nous ayons un gouvernement non légitime et qu'il n'y a pas de base politique solide pour vraiment faire avancer ce projet, je vois très mal comment ça va se faire. On a l'impression effectivement que ça avance et que les jeux sont faits. Je ne crois pas que les jeux soient faits. Les choses bougent en Haïti et je crois que la situation humanitaire en particulier se détériore à un rythme accéléré. Et là, je crois que, par exemple, les pays de la CARICOM qui sont en train de recevoir des masses d'Haïtiens qui partent vers d'autres cieux, évidemment, on comprend ce désir de fuir cette situation. Et eux, ils sont un petit peu forcés d'agir et forcés à une ouverture de cette soi-disant solution politique proposée par Ariel Henry. Ça va mener. Il est difficile, Mano, d'avoir des perspectives là-dessus. Parce que maintenant, on a l'impression que beaucoup de choses se passent en dessous. On n'est pas au courant de ces choses-là. Ce qu'on voit, c'est la détérioration sur le terrain de la situation. Donc, il m'est difficile de dire quelles sont nos perspectives. Moi, je crois que il faut avant tout que ces perspectives soient haïtiennes. Et la situation va être aux mains des Haïtiens. Évidemment, on a besoin d'aide internationale. On a besoin d'aide internationale dans le domaine humanitaire maintenant. On a besoin, par exemple, dans le domaine sécuritaire, qu'il y ait un renforcement de la police. On a besoin, par exemple, que les États-Unis bloquent le flot d'armes et d'armes automatiques qui va vers ces gangs. Armes et munitions. Et nous parlons là d'armes automatiques et de munitions qui passent par la Floride et vont vers Haïti. Et nous savons que ces gangs sont plus armés que la police nationale, ils ont plus de moyens que la police nationale, ils n'ont peut-être pas plus d'effectifs, mais on a aussi des problèmes au sein de la police nationale. Moi je suis convaincu que la police nationale a suffisamment d'éléments sains au sein de cette police pour faire avancer les choses et qui sont déterminés, eux, à combattre les gangs. Cependant, nous avons aussi à l'intérieur une certaine corruption à l'intérieur de cette police qu'il va falloir nettoyer avant qu'on puisse avoir une solution efficace. Donc vraiment, il y a plusieurs éléments en main. Je crois que l'ambassadeur du Canada l'avait dit. Haïti, c'est compliqué. La situation est extrêmement compliquée. Voilà, c'est la fin de cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel Pierre. L'invité aujourd'hui était Michel Montas, ancienne porte-parole de l'ONU, avec qui nous avons abordé l'épineuse question du rôle de l'international dans la crise haïtienne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Bonjour, bonsoir et à bientôt.